bonjour à tous. Donc moi c'est Delphine, je suis directrice de l'association Les Petites Louches, qui est une conserverie, une plateforme de logistique de produits locaux et un atelier chantier d'insertion. Voilà. Peut-être que tu peux te présenter vite fait aussi. Guillaume Aléwin, du coup maraîcher, et je fais partie d'une équipe de 4 personnes maintenant. Et j'ai une de mes associées qui n'a pas fait le voyage, mais qui a lancé de la transfo il y a 3 ans. Et donc je suis à peu près normalement au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc je devrais pouvoir vous présenter un modèle de transfo à la ferme. Voilà, assez concret, quoi. Si tu veux te présenter, Florence. Oui, donc Florence, je suis donc à la ferme s'appelle les Jardins de la Mésangère. On est dans l'Eure, près de Bernay. On a créé la ferme en 2020. On travaille tous les deux avec mon mari. On a 3 hectares de terrain, dont 5000 mètres carrés en plein champ, 1000 mètres carrés sous serre, avec un objectif de monter à 6000 en plein champ et 1007 sous serre. On fait un chiffre d'affaires de 80 000 euros, qui est en légère croissance encore, qu'on va stabiliser dans les années qui viennent. On fait vente circuit court uniquement, principalement au marché, donc au marché de Bernay, qui est 70% de nos chiffres d'affaires. Et le reste, c'est une vente à la ferme, un peu la Biocoop de Bernay et 2 restaurants. Voilà. Et on fait de la transformation de nos surplus. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Alors peut-être pour creuser un peu plus le côté un peu conserverie des petites louches, je ne vais pas trop m'attarder sur la plateforme de logistique de produits locaux. Si vous avez des questions après, pourquoi pas, mais vu que ce n'est pas l'atelier, voilà, on va rester vraiment sur la conserverie. L'idée, c'est que c'est plutôt, en fait, il y a deux formats qui vont être présentés là. Il y a le format petite conserverie à la ferme, où on transforme les produits de la ferme. Et nous, notre format, c'est des producteurs qui bénéficient de notre atelier pour transformer leur surplus de production. Donc en fait, ils récupèrent leurs produits sous leur gamme. Donc c'est vraiment là que Florence, elle travaille avec nous, et l'idée c'est soit elle nous vend des produits un peu pour notre gamme, ce qui s'est passé pour nos valses de tomates cette année, mais surtout elle transforme pour sa gamme à elle qu'elle va vendre sur le marché en fait. Donc c'est comme ça qu'on travaille la plupart du temps. 90% de notre activité sur la conserverie, c'est de la prestation de service, et on travaille comme ça avec 80 producteurs. Au total, c'est peut-être plus 100 producteurs, voilà, mais par an, cette année, on a travaillé avec 80 producteurs différents. Donc, concrètement, en fait, ça dépend vraiment de ce qui vous intéresse. Je peux vous dire d'où vient le projet. Voilà, le projet, il vient de... je vois des oui, alors j'y vais. Hein. Le projet, il est né... d'une volonté. En fait, l'Intercom a fait un diagnostic de territoire dans le cadre de son projet alimentaire de territoire. Pour ceux qui étaient sur le pôle coopération hier, on en a un peu parlé, mais l'idée des PAT, c'est de travailler, faire un diagnostic de territoire et un plan d'action à l'échelle d'une intercom, d'un département, d'une entité de l'État, globalement. Dans ce diagnostic de territoire est ressorti le besoin des producteurs d'avoir un outil de transformation. Et moi, j'avais envie de faire un projet qui avait du sens pour moi et le territoire où j'ai grandi. J'ai appelé l'Intercom qui m'a dit il y a ça, et puis j'ai réuni des gens autour de moi pour monter le projet, en fait. Donc, à la fois, c'était surtout des gens de mon entourage avec qui je m'entendais bien et avec qui j'avais envie de monter un projet. Au fur et à mesure, ça s'est élargi plutôt à des producteurs qui sont rentrés dans le conseil d'administration, mais aussi des gens plutôt du social, vu que c'est un atelier chantier d'insertion. Il y a des gens qui sont très sensibles à la question plus sociale, ou des citoyens qui juste sont intéressés par la façon dont ils vont manger et ils ont envie de contribuer à l'asso, quoi. Donc ce n'est pas une association de producteurs, comme ça pourrait l'être dans d'autres cas, mais le format peut marcher aussi pour une asso de producteurs. Donc là, la photo qu'on voit, c'est la gamme de conserves qu'on a sous notre gamme. Cette gamme, elle a la particularité d'être consignée, et c'est un point commun qu'on a retrouvé avec la ferme des Deux-Mains, rare, au final. Qui est très rare, ouais, c'est clair. Et la Mésangère a fait le choix aussi d'avoir des bocaux consignés pour la plupart aussi. Donc voilà, les producteurs ont le choix. Soit ils décident d'avoir des bocaux consignés,
donc les bocaux VEC qu'on voit ici, c'est la marque VEC. Soit ils décident d'avoir des bocaux avec des capsules en métal classiques qu'on visse, et dans ces cas-là, ils sont en format non consigné. Même si on a des questionnements, en tout cas aujourd'hui, nous, au niveau de l'association, pour consigner aussi ces bocaux-là et tenter de les réemployer parce qu'il y a des objectifs nationaux de réemploi et clairement, ça ne suit pas au niveau des bocaux. Donc, bon, on va, je pense, faire le test de réemployer tous ces bocaux-là et de voir ce que ça donne s'ils n'éclatent pas à l'autoclave. Parce que le risque, c'est qu'ils éclatent, en fait, dans l'autoclave. Mais à la rigueur, les autres sont fermés. Donc, si ça éclate, c'est chiant parce qu'il faut tout nettoyer. Mais ça peut peut-être se gérer parce que c'est assez rare quand même. De ce que je sais, c'est assez rare que ça éclate. Donc, voilà. Et dans tous les cas, ça arrive quand même. On parle des pots à soupe, enfin des bouteilles. Des bouteilles à soupe, par exemple, ouais. Parce que nous, on n'en réemploie pas et ils n'éclatent pas. Ouais. Ouais. Après, ça dépend si on fait une pasteurisation, une stérilisation aussi. Enfin, voilà. Parce que quand on stérilise, souvent, la chauffe est plus forte, le verre se dilate plus et il y a plus de risque de casse. Donc, il faut voir si c'est sur la pasteurisation, la stérilisation que tu l'as fait. Ouais, donc 110, c'est pas énorme encore. Ouais. Le légume n'a pas un plus. Et c'est vous qui faites le nettoyage pour être sûr que les bocaux soient de nouveau propres? Aujourd'hui, les bocaux sont nettoyés chez nous, donc les bocaux VEC. Mais si on développait ça à l'échelle de tous nos producteurs, vu qu'on fait 90 000 bocaux à l'année, on va les faire par une laverie. Mais là, aujourd'hui, sur nos volumes de réemploi, on est trop faible pour pouvoir faire appel à une autre structure pour les laver. Après, du coup, c'est fait avec... On a un lave-batterie, en fait, qui chauffe, qui pasteurise, en fait, en faisant la chose. Donc, on fait à la main, et ensuite, on les passe au lave-batterie. Ça ressort très, très chaud. Donc, voilà. Et dans tous les cas, c'est pasteurisé ou stérilisé en fonction des produits, après à l'autoclave. Donc, les risques sanitaires sont vraiment très, très faibles. Ils les ramènent propres, mais avec l'étiquette. Donc nous, on doit décoller l'étiquette, et ça, c'est tout un enjeu sur le réemploi. Ouais. Tu ne travailles pas Pardon. Les gens jouent plutôt bien le jeu, mais ce n'est pas des taux de réemploi qui sont énormes. Hein. C'est 60%, 50%. C'est difficile d'avoir un chiffre exact parce que nous, ça fait maintenant 2 ans. Donc, quand j'avais fait je sais que les taux de rotation aussi sur les conserves sont assez longs parce que généralement, on fait de la production de conserves pour 1 an. Donc, le temps que les gens les consomment, les ramènent en magasin et tout, il peut se passer quand même beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on n'a pas les vrais taux pour l'instant et que les conclusions, on les aura, je pense, encore dans 1 an pour avoir les bons taux de réemploi. Et le temps que les habitudes se fassent aussi. Moi, j'ai des gens que je croise sur le marché qui disent « Ah oui, j'ai des bocaux, je les ai gardés, mais je ne vous les ai pas ramenés. » Bon, voilà. Donc, il y a un peu de sensibilisation. Oui, ouais, clairement. La plupart du temps, donc l'autre élément, c'est quand on fait des prestations de services, eh ben, on va jusqu'à... En fait, on crée vraiment la recette en fonction du producteur. Donc, c'est vraiment le producteur qui définit sa recette avec nous. Soit il a sa recette, il sait ce qu'il veut faire, soit il ne sait pas ce qu'il veut faire et on lui propose quelque chose. Est-ce qu'il faut un minimum de quantité parce que l'élaboration d'une recette, ça prend quand même un peu de temps, il y a toujours des ajustements peut-être à faire. Donc je suppose que tu ne vas pas le faire pour... Alors, nous, on a quand même la particularité de ne pas beaucoup tester les recettes avant de les faire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est s'adapter au plus rapidement au surplus de production qu'on a. Donc si vous me dites, un producteur me dit, je veux transformer du chou-fleur, ben, on va tout de suite regarder une recette à base de chou-fleur. Donc souvent, ça va se tourner vers la soupe, soupe de chou-fleur ou un truc comme ça. Ou tartinable à base de chou-fleur, ou pickles de chou-fleur. Enfin voilà, toutes les idées, on les aborde avec les producteurs, et puis après, on voit quelle recette le producteur choisit. S'il choisit un pickles, par exemple, c'est un exemple où on n'a jamais fait de pickles de chou-fleur. Donc, dans ces cas-là, je vais aller voir une recette sur Marmiton, on va regarder ensemble, et effectivement, je vais définir avec lui un volume, et ça, c'est par rapport à notre retour d'expérience. Généralement, je pars sur 60 kg de chou-fleur. Si on devait faire des pickles, là, comme ça, à la louche, je dirais à peu près ça. Sur les soupes, on est à peu près sur 60 kg. Si on devait faire une sauce tomate, on serait plutôt sur 100 kg de tomates. Alors, ça dépend vraiment de quels produits sont faits. L'idée, c'est de rationaliser soit la marmite, soit l'autoclave, en fonction de quel produit c'est.
Et donc après, on peut aller jusqu'à la création d'étiquettes pour le producteur en fonction de son logo. Donc là, il y a des exemples. Donc la mésangère, ce n'est pas l'option qu'ils ont choisie. Donc ils pourront parler aussi de eux, ce qu'ils ont fait derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour 15 €, on peut avoir des maquettes d'étiquettes avec toutes les normes réglementaires. Là, il y a la ferme du Téné qui est là. Alors, ils ne sont pas dans l'atelier, mais ils sont présents à MSV. Donc, du coup, je leur ai mis leur tagine de légumes d'automne qu'on a fait pour eux. Clairement, ils avaient juste un logo et Laura, qui s'occupe de faire ça, a designé l'étiquette pour 15 €. Pour combien d'étiquettes? C'est le design d'une étiquette. Après, on imprime chez nous, on a une imprimante, et c'est le cas de chez vous aussi. Hein. On a une imprimante et pour 20 centimes, on fait l'impression et la pose de l'étiquette. Et après, 5 centimes la mise en carton pour payer le coût du carton. Parce que ça coûte très cher le carton. C'est super cher un carton. Et pourtant, on a fait des commandes groupées et tout, mais on n'arrive pas trop à descendre ce prix-là. Voilà, donc ça, c'est des petits exemples de comment on fonctionne. Je ne sais pas trop si... Et les petits ingrédients, genre le climat, vous fournissez aussi? Ouais, du coup, tout ce qui est huile, sel, poivre, tous les condiments de base, le sucre aussi, on les fournit. En fonction des quantités qu'on va utiliser, on peut être amené à les refacturer. Par exemple, je sais pas, sur un tartinable, des fois, il faut mettre beaucoup d'huile ou... je sais pas, on avait fait avec les jardins du Pelletier, donc avec, vous connaissez, voilà, Daniel Mulet. On avait fait des poivrons marinés. Et donc, du coup, là, on avait mis vachement d'huile. Donc, on avait refacturé l'huile parce que ça coûte 8 € le litre. Voilà, donc, ça n'était pas inclus dans le prix de base. Les confitures, vu qu'on a du conventionnel et du bio, on est labellisé bio, mais on peut faire du conventionnel. Et donc, du coup, on rajoute le prix du sucre parce qu'entre le sucre bio et conventionnel, il y a une vraie différence. Donc, on fait un tarif confiture et ensuite, on rajoute le sucre. Et qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé bio sur le logo? Pour être labellisé bio, il faut avoir des processus qui montrent que tu ne mélanges pas le bio et le conventionnel et que tu as le principe de la marche en avant qui est respecté, que tu nettoies bien entre le bio et le conventionnel, que tu as une vraie distinction entre les deux, que ce soit dans l'espace pour le stockage des légumes ou dans le temps ou dans les process au niveau de la transfo. Voilà, donc on a un contrôle tous les 2 ans par EcoCert, enfin par Bureau Veritas. Oui, il faut aller avoir un labo, ouais. Enfin, oui, il vérifie aussi la façon dont c'est mis en œuvre sur place, que ça respecte les normes d'hygiène à minima, quoi. Ça ne va pas très loin, mais il regarde quand même si on respecte les normes d'hygiène et comment on met en place ces choses. Je ne sais pas si, peut-être pour continuer avec les petites louches, peut-être que Florence peut faire un retour d'expérience, je ne sais pas trop. Ok. Donc, du coup, alors pourquoi on a choisi de faire de la transformation? Déjà, je pense que nous, on fait partie du clan des maraîchers qui sont mal à l'aise avec l'idée d'avoir des pertes, en fait. Hein. Je pense qu'il y a certains maraîchers qui sont parfois plus à l'aise avec le fait de se dire que si on veut avoir une certaine quantité de courgettes, par exemple, en début de saison, ça veut dire forcément qu'en pleine saison, on est en surproduction. Et je pense qu'il y en a qui sont à l'aise avec le fait de mettre cette surproduction sur un tas de compost et voilà. Mais nous, on avait envie de valoriser ces pertes-là. Donc du coup, l'objectif de la transformation, c'était à la fois de valoriser des invendus et des invendables. Donc ce que j'appelle des invendus, ça va plutôt être de la surproduction. Et là, ça va concerner les concombres où on a un pic de production en juillet généralement, les tomates août-septembre, les courgettes de juillet à septembre, et puis cette année aussi un peu les haricots verts. En août, on a eu un peu de surproduction. Et puis valoriser aussi les invendables. Donc là, ça va être les choses qu'on peut pas vendre parce que c'est des légumes qui sont soit des calibres vraiment trop gros ou avec des petits défauts. Donc typiquement les courges, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que quand on fait notre récolte en octobre, grosso modo, on sait très bien que les courges qui ont des petits défauts, de toute façon, elles vont pas se conserver. Et donc, plutôt que d'essayer de les stocker et de devoir surveiller ça parce que ça va pourrir, etc., et de tout de suite passer à la transformation les courges qui ont des petits défauts. Ça va être l'année dernière, là on l'a pas fait cette année, mais l'année dernière on avait eu
une série de choux blancs. Alors, on était un peu en surproduction sur les choux blancs et on avait des calibres vraiment énormes. Alors après, on peut les vendre par moitié, mais bon, c'est pas toujours évident parce qu'il faut toujours bien vendre les moitiés, etc. Donc là, on s'était dit, bah, on va faire de la choucroute. Et puis, on avait eu aussi des carottes très classiques, carottes, des beaux calibres de carottes, des belles carottes en fin de saison, mais grignotées au collet. Mais donc, sur les 2 premiers centimètres, donc derrière, il y a 15-20 centimètres de carottes parfaites, quoi. Et donc, on s'était dit, alors, comme c'était pas des quantités non plus énormes et que bah, dans une marmite, je sais pas, c'est 70-80 kilos de légumes au global, on avait cherché une recette pour valoriser ces carottes en mélangeant avec autre chose. Par ailleurs, on avait encore quelques courges en stock qui étaient abîmées ou moins goûteuses. Typiquement, on avait des invendus de courges d'Halloween, les jack-o'-lantern. Et ça, en fait, si on les a pas vendus en courges d'Halloween, ça se vend assez mal en tranches. Aussi parce que voilà, elle a moins de goût, les gens connaissent pas, ils se disent que c'est que pour la déco et que ça peut pas se consommer, etc. Et donc là, on avait eu cette idée de faire un tagine de courges parce que moi, c'était une recette que je faisais aussi dans ma cuisine pour moi, quoi. J'aimais bien faire ça et je m'étais dit que c'était une idée sympa. Donc là, on avait un peu discuté aussi avec Delphine de savoir bah, comment faire en sorte que ça marche cette recette. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est de tester. Je l'avais fait pour ça aussi pour le concombre le gazpacho de concombre, de tester finalement dans sa cuisine en passant à la cocotte minute pendant 1 heure les bocaux pour voir au niveau des textures et des goûts si bah, quand même ça tient le choc thermique et qu'on arrive à avoir un résultat sympa. Et donc aussi le troisième objectif, on va dire, derrière ça, c'est aussi d'achalander le stand en hiver et début de printemps, parce que bah voilà, nous on est présent au marché, on est présent toute l'année au marché, parce que on a besoin, voilà, de créer une grosse fidélité des clients et donc d'être présent régulièrement. Et bah c'est vrai qu'il y a quand même des périodes de l'année où il y a moins de légumes frais, et donc ça nous permet d'avoir un beau stand toute l'année, quoi. Voilà. Donc ça, c'était nos objectifs. Alors après, sur la question du prix, nous, on s'est dit que ce qu'on voulait, c'est que en fait, que ça revienne quelque part au même que si on avait vendu un bocal, par exemple, d'haricots verts, que ça nous rapporte la même chose que si on avait vendu les haricots verts frais. Donc, quand on fait nos calculs, on valorise nos légumes au prix max ou prix promotion. Alors, il y a assez peu de légumes qu'on vend en promotion. On va vendre, c'est quand on a nos fameux pics de production, là, comme je l'expliquais, où on va faire des promotions sur les tomates, les haricots, courgettes, concombres. Et donc, quand on fait la transformation de ces légumes au moment du pic de production, eh ben nous, quand on fait nos calculs de prix, on va valoriser le légume au prix promotion, puisque de toute façon, on l'aurait pas vendu mieux que ça. On rajoute à ça le coût de la prestation des petites louches, donc il y a un coût par bocal en fait, hein. Et puis après, on se fait un petit arrondi. Alors j'ai mis supérieur ou inférieur. En vrai, c'est plutôt un arrondi supérieur. Ça peut être à la fois pour atteindre une sorte de prix psychologique. Donc, par exemple, si dans mon calcul, j'obtiens un coût de, j'en sais rien, 5 euros, je peux faire le choix de le faire à 4,90 pour être en dessous de la barre des 5 euros. Et puis par ailleurs, on a voulu avoir on va dire une grille de prix, une grille tarifaire assez facile à lire pour les clients et pas avoir 50 prix différents avec des virgules pas possibles. Et donc on essaie aussi d'aligner un peu tous les formats de soupe. Donc finalement, toutes les soupes de 1 litre, elles vont être au même prix. Alors que par exemple, la soupe, le gazpacho de concombre, on sait qu'il nous revient plus, on gagne moins dessus que sur la soupe de courgettes basilic, mais c'est parce qu'on n'avait pas envie d'avoir 50 prix différents. Voilà. Aussi pour que ce soit plus facile à gérer au niveau de la vente. Je peux vous montrer, j'ai fait 2 petits exemples. Par exemple, là, sur une soupe de courge, donc il y avait eu 80, là, c'était des contenants de 850 millilitres, il y avait eu 94 bocaux. Donc, on avait livré aux petites louches 55 kilos de courges. Là, je les ai valorisés au prix qu'on fait sur le marché, hein, normal, donc 3 euros.
8 kilos d'oignons, même chose au prix classique, 3,50 €. 300 grammes d'ail, pareil au prix normal. Donc nous, en valorisation du légume, on est à 197 €. J'ajoute le coût de la prestation, je divise par le nombre de bocaux et donc ça me revient à 4,50 € et on le vend 4,90 €. Donc là, on fait une petite marge typiquement. Voilà. J'allais dire, la petite marge, ça permet aussi quelque part de compenser le fait que de faire ça, ça nous immobilise aussi de la trésorerie, puisque on paie la prestation des petites louches et puis après, on met un an ou deux à vendre les bocaux. Donc, il y a une petite immobilisation de trésorerie. Donc, faire une petite marge, entre guillemets, ça va nous rémunérer cette immobilisation-là. Et puis, il y a l'exemple là à côté sur la soupe de courgettes. Donc là, c'était un mix de format 1 litre, format 1 demi-litre, 111 litres de soupe au total. 75 kilos de courgettes, là aussi, pourtant c'était un pic de surproduction, mais dans mon calcul, là je l'ai valorisé au prix de vente complet, hein, je l'ai même pas mis au prix promo, donc à 3,2 €. 5 kilos d'oignons, 800 grammes d'ail, le basilic, etc. Et donc, ça nous revient sur le 1 litre à un coût de 5,48 € qu'on vend 5,90 €, donc petite marge là aussi. Et la demi-litre, où là, on fait une plus faible marge, elle nous coûte 3,64 € et on la vend 3,80 €. Au niveau des quantités, je ne vais pas vous passer tout ce tableau en revue parce qu'il y a plein de chiffres et c'est très rébarbatif, mais juste pour vous dire que donc la première année où on a fait ça avec les petites louches, on a fait 9 tournées, 9 tournées. Donc une tournée, hein, c'est ce que je disais, c'est grosso modo 80 kilos de légumes. Après, le nombre de bocaux qu'on récupère, ça dépend aussi de la taille des bocaux qu'on a choisi. Donc en 2000, oui d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, j'ai mis 9 tournées en 2024, mais c'est 9 tournées en 2023. Et donc il y avait choucroute, soupe de potimarron, tagine de courge, tomato naturel, courgette à la provençale, gazpacho de concombre, des sauces tomates et soupe de courgettes et compote de pommes. Et en 2024, on en a fait un petit peu moins, surtout au niveau de la tomate en fait, hein, parce que je sais pas chez vous, mais nous, on n'a pas eu un été fantastique, donc la production de tomates, donc pas vraiment de surproduction de tomates cette année, et donc il y a un peu moins de tournées et puis on a vendu par ailleurs, comme expliquait Delphine. On leur a vendu des tomates pour leur propre gamme, ce qui a permis d'absorber ce petit pic de surproduction. Et donc, on n'a pas nous-mêmes refait de transformation sur la tomate pour notre propre gamme, on va dire. Donc, un petit peu moins de tournées en 2023, cette tournée. Alors, ce que ça nous rapporte, même chose, vous laissez pas abasourdir par ce tableau plein de chiffres, mais en tout cas, ce qu'on peut en retenir, je vais peut-être commencer par le tableau du bas, là, le petit tableau, c'est que donc en 2023, les produits transformés, ça nous a rapporté 895 €. Alors, quand je mets 895 €, là, dans ce chiffre d'affaires-là, j'ai déjà déduit la prestation des petites louches parce que mon objectif en faisant ce calcul, c'était de pouvoir le comparer aux revenus des légumes bruts. Donc, j'ai enlevé le coût de la prestation pour considérer, finalement, c'est comme si je vendais des légumes. Voilà. Donc, 895 €. Les confitures, par contre, je les fais moi. Parce que en termes de conservation, c'est moins délicat. En fait, la conservation par le sucre, elle est plus facile et donc c'est quelque chose que tu peux faire dans ta cuisine en termes d'hygiène, etc. C'est beaucoup moins contraignant. Donc là, j'ai fait le choix de le faire moi, même si en toute transparence, c'est souvent quelque chose que je me retrouve à faire à 22 h, 23 h. Donc, à la fois, je suis contente du résultat et de le faire, et en même temps, il y a plein de fois aussi où je me maudis un peu. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que pour le coup, sur les confitures, je vais pas avoir des légumes, de fruits forcément suffisamment conséquents pour faire une transformation petite louche. Ou alors, il faudrait que je me regroupe avec d'autres producteurs, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de le faire moi dans ma cuisine. Voilà. Et donc en 2023, si j'ajoute la confiture et les produits transformés qu'on fait faire donc aux petites louches, la transformation, c'était le top 10 en fait dans nos ventes et ça représentait 2,7% du chiffre d'affaires. Et en 2024, on est là pour l'instant, donc sur ce début d'année, enfin bien entamé déjà l'année, on est à 4% du chiffre d'affaires, on est carrément dans le top 5.
Donc, finalement, c'est loin d'être négligeable, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et si on veut en nombre de bocaux, j'ai fait le calcul en moyenne par semaine. Ça veut dire que par semaine, on vend 16 bocaux, tout confondu, toutes les semaines, quoi. Donc, ça tourne quand même pas mal. On n'a pas un recul encore énorme, hein, parce que ça fait que 2 ans qu'on le fait, mais pour l'instant, sur les premières tournées qu'on a fait faire aux petites louches et qui arriveraient en date limite, on est arrivé au bout de nos ventes, en fait, hein. Donc, ça tourne suffisamment pour pas qu'on se retrouve avec des choses qui sont en date, en périmé, quoi. Enfin, voilà. Euh, et du coup, oui, peut-être quelques remarques un peu globales, un peu en vrac comme ça, mais alors, forcément, là où on a envie de transformer, c'est au cœur de la saison, parce que c'est là où il y a la surproduction, et c'est le cas de tous les producteurs avec lesquels travaillent les petites louches. Donc, pour être sûr d'avoir quand même des créneaux, il faut planifier à l'avance et bloquer ces dates à l'avance. Donc ça, on l'a fait cette année. On essaie, je sais pas à quel moment on a fait, mais au mois de mars, quelque chose comme ça, on essaie de regarder comment on avait fonctionné l'année dernière et de prendre des créneaux un peu classiques. On avait pris un juillet, concombre, etc. Donc planifier à l'avance pour être sûr d'avoir ces créneaux, même si c'est pas facile parce qu'une saison fait pas l'autre. Et donc, typiquement cette année, je sais qu'il y a un créneau qu'on a annulé. Il y a un créneau qu'on a passé à des collègues maraîchers. Voilà, l'année dernière, il y avait un créneau, on s'était regroupé avec d'autres maraîchers. Donc, ça demande des petits ajustements, mais là-dessus, je remercie Delphine parce qu'ils savent aussi se montrer quand même flexibles, voilà, et compréhensifs. Et puis, même réciproquement dans l'autre sens. Alors, moins cette année, mais l'année dernière, je me suis retrouvée à les appeler pour essayer d'avoir un créneau en dernière minute parce que j'avais pas anticipé que j'allais avoir un pic de surproduction et globalement, on sont toujours débrouillés pour qu'on puisse se débrouiller pour transformer, y compris on avait eu le cas sur les tomates, ils n'avaient pas la dispo en termes de main-d'œuvre. Mais ils nous ont mis à disposition une des cuisines en fait. Et comme on est sur la tomate au naturel, c'est pas cuisiné, hein, c'est juste de la découpe et du nettoyage. Donc on est venu nous faire la transformation, mettre en bocaux, et eux se sont occupés de faire les traitements thermiques qui vont bien. Ça nous a permis de nous dépanner. Donc oui, planifier à l'avance, pas facile, mais quand même important de faire l'effort d'essayer de le faire. Et donc d'avoir des solutions de secours, c'est pas mal. Voilà, d'être en contact avec les maraîchers du coin pour se regrouper, transférer des créneaux, etc. Ça demande quand même d'avoir de la trésorerie. Bon, nous, on n'a jamais ressenti ça comme une difficulté parce que je pense qu'on a une gestion globalement prudente sur la ferme et donc on a la trésor qui est disponible. Mais bon, c'est sûr que quand même, voilà, ça immobilise de l'argent. Moi, j'ai la sensation au niveau des clients et des ventes que les plats cuisinés, enfin ce que j'appelle plats cuisinés, donc typiquement ça va être le tagine de courge ou la choucroute, qui sont des plats, on va dire, un peu tout prêts, où il n'y a plus qu'à le faire réchauffer, rajouter, j'en sais rien, du riz, une semoule, et puis on a le repas qui est prêt. Ça marche quand même, ça se vend quand même très bien. Et l'avantage aussi de mon point de vue, c'est que quand on fait une recette cuisinée avec un mélange de légumes, ça permet de limiter les quantités qu'on doit fournir de chaque légume. Et donc, ça facilite aussi un peu les transfos parce que typiquement, la soupe là qu'évoquait Delphine de chou-fleur, s'il faut fournir 70 kilos de chou-fleur, enfin avoir 70 kilos d'invendus ou de chou-fleur avec des défauts, enfin, à notre échelle de petite ferme, pour nous, c'est pas facile. Et du coup, si on fait une recette mélangée, tout de suite, c'est plus évident d'avoir les quantités de légumes nécessaires. Sur la gestion des étiquettes, nous, on a fait le choix de les faire nous. Alors, c'est très, très artisanal. J'ai acheté c'est les étiquettes Avery. Il y a le petit logiciel sur Internet où j'ai fait mes étiquettes avec mon petit logo, mais voilà. J'imprime ça sur mon imprimante. Donc, c'est pas des étiquettes qui sont plastifiées. Donc, ça veut dire elles craignent l'humidité. Donc, nous, on étiquette au fur et à mesure, en fait. Toutes les semaines, on va étiqueter pour remplir nos caisses de vente, en fait, pour pas que les pots traînent étiquetés
Parce que dès qu'il y a un peu d'humidité, même des fois sur un marché pluvieux, on revient, on peut avoir des étiquettes qui sont abîmées, quoi. Voilà. Bon, on a fait ce choix pour le choix de l'économie. Pour l'instant, à un moment, je m'étais posé la question de est-ce que ça freinait les ventes, ce côté très artisanal, parce que ça se voit quand même que ça fait pas une étiquette. Je pourrais pas le mettre sur un étal de Biocop, par exemple. Donc, si je devais vendre mes bocaux chez Biocop, il faudrait que je ferais appel à une prestation pour avoir quelque chose de professionnel, quoi. Vis-à-vis de nos clients, sur de la vente directe, ça passe bien finalement, hein, parce que les gens sont compréhensifs. Et puis bah d'un côté, j'ai envie de dire le côté artisanal de l'étiquette entre guillemets est presque un gage de bah oui, c'est nos légumes qui sont transformés, même si c'est pas nous qui faisons la transformation et on est très transparent là-dessus, hein, mais du coup on n'a pas nous ressenti de frein à la vente par rapport à ça. Même si voilà, on sait que c'est très voilà, c'est pas une qualité exceptionnelle. Ce qui joue beaucoup quand même, c'est de bien mettre en valeur sur le stand et de jouer l'abondance. Mais moi, je suis convaincue que sur les légumes, c'est pareil. On en met beaucoup, quoi. Donc, on a toute une table où on met les bocaux. Et clairement, en fonction de la météo, enfin, je sais pas, si on est au mois de mai et qu'il fait beau, et ben, on met plein de bouteilles de gazpacho de concombre sur le devant et ça se vend, quoi. Et donc, on s'en amuse presque de se dire, qu'est-ce que tu as envie de vendre cette semaine? Et on les met sur le devant. Une journée un peu fraîche, en automne ou en hiver, hop, les tagines et les choucroutes sur le devant, et ça se vend, quoi. Euh, on... Ça nous arrive de faire un peu goûter, mais bon, c'est pas toujours évident en termes de logistique, parce que vaut mieux faire goûter chaud, sinon c'est déceptif, etc. Voilà. Voilà, nous on a fait le choix effectivement, enfin, on fait le choix de plus en plus des bocals consignés, même si bah, au début on le faisait pas parce que bah, je trouve ça dommage. Les gens nous rapportaient toujours les bocaux en verre et on se retrouvait avec tous ces bocaux dont on pouvait rien faire. Je les utilisais un peu en perso, mais bon, voilà. Et donc on s'est dit, bah les gens ont le réflexe naturellement de ramener et donc bah allons-y sur les bocaux consignés et ça fonctionne quoi. Ça immobilise un petit peu de trésorerie encore une fois, mais voilà, en termes de même conviction personnelle, voilà, ça nous va bien de fonctionner comme ça. Et voilà ce que je peux en dire. Je sais pas si vous avez des questions, hein, ça fait beaucoup d'infos d'un coup là, mais Juste moi, j'en ai une. Est-ce que là, dans ton calcul, les prix annoncés, tu as calculé ton temps passé à toi ou pas? mon temps passé en vrai, ça va être préparer les caisses de légumes. Ça Oui, prend ça, pas c'est des masses fait. de temps parce que tu vois, quand j'ai mes courgettes, typiquement, bah, quand je fais mes récoltes, je mets mes courgettes, je fais les récoltes tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai ma caisse de courgettes de la récolte du jour. En fin de semaine, j'amène ça au marché en essayant de vendre en priorité les plus anciennes. Ce qui s'est pas vendu au marché, c'est de l'invendu. Je mets ça de côté et au bout de 2 semaines d'invendu de côté, ça part à la transfo. Mais ce que je veux dire, c'est que mes caisses, elles sont déjà quasiment prêtes. Tu vois, j'ai un petit tri à faire, mais ça me génère pas beaucoup de boulot. Et après, sur la livraison, bah, les petites louches, ils sont à Bernay. Moi, je livre Biocop à Bernay tous les jours. Donc, je les livre toujours le jour où je vais livrer Biocop. Donc, ça me génère pas un temps de livraison supplémentaire, en fait. Je vais toujours les livrer ou chercher mes bocaux à un moment où, de toute façon, j'ai prévu d'aller à Bernay, quoi. Donc, Ok. C'est des petites tâches non, finalement. mon temps pris, il est pas énorme, quoi. Ok. Ça répond à ta question? Oui, oui, parfait, merci. J'ai fait une autre simulation de prix pour un autre cas d'un producteur qui serait plus loin ou qui valoriserait différemment. Enfin, ça peut aussi apporter une autre façon de voir les choses. Mais c'est déjà super chouette d'avoir les chiffres comme ça. C'est quoi votre niveau de connaissance des process? Genre une pasteurisation, une stérilisation, est-ce que vous savez genre comment on joue avec les pH? À quel moment il y a besoin d'un autoclave ou pas? La stérilisation pour les bocaux, c'est mettre de l'eau en ébullition et plonger les bocaux dedans. C'est comme ça que je fais pour la popote. Ouais, mais non.
Peut-être que tu peux faire un point technique là-dessus, parce que je suis pas sûr que ce soit... Ouais, je pense que c'est important de faire un point là-dessus. Comme c'est elle la spécialiste, puis comme ça, moi, ça va me permettre que ce soit facile mon intervention. Ça marche. Ouais, alors c'est vrai que des fois on a tendance à faire un peu ces conserves maison et se dire oh bah mes grands-parents ils faisaient comme ça, enfin nickel, ils l'ont toujours fait, c'est bon et c'est propre à la consommation. Donc faut savoir quand même qu'il y a des règles à respecter par rapport à la conservation des produits et que souvent quand on parle de stérilisation, et ben, comme on fait à la maison, on dit je fais une stérilisation, mais c'est pas une stérilisation qu'on fait. Une stérilisation au sens transformation, atelier de transformation et réglementaire, c'est un barème qui va au-dessus de 100 degrés, généralement qui est autour de... Enfin, nous, on les met à 116 degrés, généralement, pendant 1h10. Et pour monter à 116 degrés, ça veut dire qu'on monte en pression. Donc, on est vraiment sur un système cocotte-minute, qui est plutôt un autoclave. Je crois qu'on a une photo d'autoclave, un endroit... Donc, chez vous, il n'y a que à la cocotte-minute que vous pouvez faire la stérilisation. Voilà, c'est ça. Mais... il faut quand même mesurer à combien vous allez monter dans une cocotte minute, à moins que vous ayez le petit thermomètre qui va bien pour pouvoir mesurer jusqu'à combien vous allez. Il faut quand même faire attention à... Voilà, ça c'est un autoclave. Là, on ne le voit pas fermé, mais globalement, c'est cette machine-là. Ça ressemble à une cocotte minute. Hein. C'est une grosse cocotte minute. Donc, mais ça coûte un peu plus cher qu'une cocotte minute. Ouais. D'occasion, celle-ci, d'occasion, on l'a acheté 9 000 €. Et j'ai eu un autre fois, on a acheté 2 autoclaves. Le premier nous a coûté 25 000, mais avec une capsuleuse, un robot coupe, des tables. Enfin, il y avait plein d'autres matos d'une conserverie. Donc, du coup, 25 000 le lot, et l'autre c'était 9 000 juste tout seul. On s'en est pas trop mal tiré sur ces montants-là, honnêtement. En neuf, c'est plutôt 15 000, quoi. C'est plutôt 24 000 €, un truc comme ça. Ouais, ça coûte assez cher aujourd'hui. En fait, ouais. Là, c'est des 190 litres. Donc, on peut mettre 68 bouteilles d'1 litre et 340 bocaux de petits tartinables, globalement. Donc, si je continue avec la stérilisation. Quand on fait une stérilisation, c'est quand on a des produits qui sont à pH basique. C'est pas du basique à ce niveau-là par rapport à ce qu'on apprend à l'école, mais on est à un pH au-dessus de 4,3 degrés, 4,3 de pH. En gros, le but de la stérilisation, c'est de détruire toute forme de bactéries, même celles qui se seront mises sous une forme un peu de protection. Quand on chauffe habituellement, vous faites chauffer une soupe chez vous, vous montez à ébullition, les bactéries elles vont se mettre dans une forme, soit elles vont être tuées, soit elles vont se mettre dans une sorte de petite coquille. Il faut imaginer un escargot qui rentre dans sa coquille, il se met dans sa coquille et il va potentiellement pouvoir ressortir au moment où les conditions seront favorables. Donc quand on fait une pasteurisation, bon là tu faisais une flash pasteurisation, c'est une pasteurisation flash à pas conseiller pour les vendre sur les marchés, hein, mais voilà, pour chez toi pourquoi pas. Mais en gros... Après c'est pas bien de s'empoisonner non plus, quoi. Oui, non, mais voilà. Oui, voilà. Alors, sur la compote, tu vas pas avoir du botulisme qui va se créer parce que tu as fait comme ça. Par contre, tu risques d'avoir de la moisissure et ton bocal qui tient pas et tu vas t'en rendre compte. Le gros risque, ouais, alors, je sais pas, je vais un peu dans tous les sens, mais donc, quand on pasteurise, c'est ça. La bactérie, elle va pas être tuée, elle va être dans sa forme, sous forme de coquille. Si on veut tuer la coquille, il faut aller chercher plus loin, plus fort en fait. Donc il faut aller monter en pression, monter en température et faire une stérilisation. Le milieu va être trop acide pour pouvoir se redévelopper. Donc la bactérie, elle va rester dans sa coquille, elle va dire « Ah non, c'est pas favorable pour moi, c'est toujours trop acide, je reste comme ça ». Donc dans ces cas-là, donc, dans le cas des sauces tomates, dans le cas des compotes, dans le cas des confitures, on peut les mettre dans une grosse casserole, à la rigueur chez soi, hein, c'est ce que fait du coup Florence pour ses confitures. On met dans une grosse casserole, on fait bouillir, on laisse assez longtemps, 30 minutes, pour être sûr que ça a bien tué toutes les bactéries. Et derrière, a priori, ça ne va pas trop bouger. Bon, il faut s'assurer quand même que la capsule, elle est bien étanche, parce qu'une conserve, c'est un bocal étanche et un traitement thermique approprié au produit. Si le bocal n'est pas étanche parce que la capsule a déjà été utilisée, ben c'est bien pour chez soi parce qu'on va s'en rendre compte, il y aura de la moisissure qui va se développer, mais dans le cadre d'une commercialisation, c'est quand même un peu plus embêtant. Donc il faut faire attention à comment est étanche les choses. Donc les capsules en métal, elles sont utilisées qu'une seule fois. Les joints dans le cadre des bocaux VEC, ils sont utilisés qu'une seule fois.
Moi, personnellement, pour chez moi, je les réutilise, mais pas pour la conserverie, enfin, pas pour le commercial. Et donc, voilà, si vous faites des soupes chez vous, ou vous voulez commercialiser les soupes, il faut les passer dans un autoclave avec un processus de stérilisation. Une autre solution, mais là que tu vas pouvoir parler aussi toi Guillaume, c'est qu'on peut faire une pasteurisation, je finis juste, on peut faire une pasteurisation, mais dans ces cas-là, il faut laisser au frais son produit au frigo, en fait. Voilà. Tu voulais intervenir ? Oui, juste un détail, mais légalement, en fait, la loi oblige à une obligation de moyens pour les produits issus du monde animal, donc tout ce qui est pâté, etc. Donc il faut utiliser un autoclave pour ça. Pour les produits végétaux, il y a une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Alors, juste pour revenir sur cette obligation de résultat, il faut savoir qu'il y a une bactérie qui pose vraiment problème sur les produits végétaux. Cette bactérie, c'est le botulisme. Vous en avez certainement entendu parler. Le botulisme, c'est une bactérie qui ne peut pas se voir, elle ne peut pas se sentir, elle ne dégaze pas. Donc, quand elle est présente dans la conserve, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir de quelconque manière que ce soit. On ne peut pas s'en apercevoir par le goût et tout. Donc en fait, dans le cas des soupes, des haricots verts, des trucs comme ça, on peut consommer le produit et ne pas s'en apercevoir et avoir le botulisme. Le botulisme, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer des problèmes nerveux et du coup intestinaux aussi. Et du coup, ça peut créer des avortements, ça peut créer une hospitalisation pour les jeunes enfants, etc. Donc ça peut avoir des impacts énormes. Et on ne peut pas le voir. Donc oui, on a l'obligation de résultat et l'obligation de moyens, on a quand même des procédures, des plans de maîtrise sanitaire à faire. Mais n'empêche que si on est mis en cause parce qu'on a contaminé quelqu'un avec du botulisme, faut quand même justifier de qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de nos produits. Et si on n'a pas fait de stérilisation de nos produits parce qu'on ne savait pas qu'il fallait en faire, du coup, on risque quand même gros parce que c'est grave, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est important quand même de bien l'avoir en tête. Nous, sur la ferme, on a cherché à avoir un atelier de transformation il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et on s'était renseigné, c'est Aurore surtout qui avait été faire son stage obligatoire sanitaire de 3 ou 4 jours pour pouvoir transformer les produits sur la ferme, dans une cuisine, du coup. Et à l'époque, on nous avait fortement... rassuré, trop, je crois, en nous disant qu'il était tout à fait possible de faire ça dans notre cuisine perso, si on n'utilisait uniquement que nos légumes, sans protéines animales, sans aucune protéine animale, et avec de la pasteurisation normale à 90-100 degrés dans une lessiveuse comme font nos grands-mères, tout ça. On avait juste l'obligation de tenir un registre. Et Aurore pourra en parler mieux que moi, mais a priori, la seule contrainte qu'on avait, le seul texte de loi qu'on avait trouvé, c'était qu'on avait l'obligation de faire ça dans un endroit lavable. D'accord ? Et du coup, on avait été très très rassurés par rapport à ça, d'autant plus qu'on mettait en place l'atelier champignon, et que l'atelier champignon, moi j'utilise un pasteurisateur qui est quand même très très grand, puisqu'on met 500 kg de substrat dedans. Donc c'est une grande armoire en inox et on s'est dit hey, super, on va pouvoir faire des champignons et quand ça ne tourne pas pour le substrat, le faire tourner pour pasteuriser des soupes, des transformations faites à partir de nos légumes. Je ne sais pas si la législation a changé, si le conseil qu'on nous a donné était cohérent ou pas. On n'a pas été jusqu'au bout de la démarche parce que après il fallait être 50 sur la ferme pour faire tous les projets qu'on voulait mettre en place. On s'est restreint à ce qu'on savait faire. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on a eu la bonne ou la mauvaise info ? Eh bien, pour moi, j'ai fait une formation avec le CTCPA, donc le Centre technique de conservation des produits agricoles, et j'ai fait une formation d'ingénieur en agriculture où on a vu les mêmes choses, et ces mêmes choses, elles correspondaient à ce que je vous ai dit, en fait. C'est-à-dire que si vos produits ne sont pas basiques, ne sont pas acides, il ne faut pas faire de pasteurisation, il faut faire une stérilisation. Et c'est clairement pas pour prêcher juste ma paroisse, en fait, c'est juste par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir aussi avec des bocaux qui sont mal stérilisés aussi, de l'impact que ça pouvait avoir en développement de bactéries ou de trucs comme ça après.
Là, en plus, ton substrat, enfin, je sais pas trop ce que c'est ton substrat, alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il est bien propre? Est-ce que voilà, le truc où tu vas mettre tes conserves, parce qu'au début, elles seront pas bien fermées. Au début, elles sont pas spécialement mises sous vide. Donc, si c'est pas mis sous vide, c'est pas encore super bien fermé. Donc, à la vapeur, ouais. Moi, j'irai pas. Enfin, voilà, je te conseille pas, en tout cas. Ouais. Ben ouais, alors là, moi, franchement, je sais pas où tu as eu... Enfin, et qui est-ce qui a pu donner ça, mais je sais que la Chambre d'agriculture ne diffuse pas ces informations-là non plus. Mais c'est cohérent ce que vous dites tous les deux. Hein. C'est juste que peut-être tu n'as pas eu les infos jusqu'au bout, c'est pas toi qui as été en formation, machin, mais acide et pasteurisé, tu as le droit de faire dans une cuisine lavable, effectivement. Oui. Mais tu dois suivre les points de contrôle que Delphine maîtrise bien mieux que moi, du pH, des tests de vieillissement. On a tous les deux des études, on fait nos tests de vieillissement et du coup, on analyse la capacité du produit à tenir dans le temps. Mais ça, tu dois le faire, même si c'est dans ta cuisine. Donc, il y a quand même une certaine complexité, mais avec ce moins de 4,3 de pH, tu peux faire une simple pasteurisation. Et nous, c'est ce qu'on fait que ça, nous. Je pense qu'on a eu des informations extrêmement simplifiées. Ouais, alors qu'il faut maîtriser les tenants et les aboutissants pour ne pas faire de bêtises. Okay. Et après, ton pasteurisateur que tu as fait toi-même, c'est à toi d'être sûr qu'il fonctionne, tu vois. Mais la DG, machin truc, elle n'a pas de vue sur ton matériel. Donc, voilà. Une obligation de résultat pour le coup. Et là, ce qu'elle te dit, Delphine, là-dessus, c'est en mode, elle a peur. Parce qu'elle ne connaît pas ton matériel et elle ne sait pas s'il est à la hauteur de cette capacité de pasteuriser. Mais s'il a la capacité de pasteuriser, tu as le droit de le faire. Oui, clairement. C'est ça qui... S'il est suffisamment acide. Ouais, ou que tu gardes en frais après ton produit. L'acidité, moi, je n'ai pas fait la formation, elle a peut-être l'info ou pas moi. Ouais. Comme tu dis, c'est une info qui a été donnée à Europe. Voilà. Mais il y a une somme de petites infos qui sont toutes importantes, quoi. Voilà. Ok. Ouais, du coup, toi, tu peux peut-être rebondir sur ta pasteurisation. Est-ce que... Ouais. Avant, il va présenter. Ouais, je vais faire un peu le tout, mais de toute façon, le tout arrive vite au cœur. Et le cœur, c'est les techniques qui, nous, du coup, définissent une gamme. Tu veux que je te remette sur elle n'a pas de limite parce qu'elle a cet outil autoclave. Nous, on a... Moi, j'ai pas grand-chose en diapo, en vrai. On a mis quelques photos, mais les 3 photos là. C'est du dessus. Donc, du coup... Marie, donc mon associée qui est arrivée en 2021, avait ce projet potentiellement, comme toi t'as fait, mais sauf qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir tous ces gens sur son chemin probablement, de créer une conserverie. Elle bossait dans l'industrie laitière, elle avait envie de faire un truc qui avait plus de sens en phase avec ses valeurs. Elle est venue me voir une première fois, voir si j'en avais des surplus. À l'époque, ça faisait 2-3 ans que j'étais installé, j'en avais pas de manière massive. Puis ensuite, elle a créé une entreprise pour... accompagner les gens qui voulaient faire de la transfo, et notamment les paysans, quoi, dans ce processus, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Les paysans n'ont ni le temps ni l'argent, donc en fait ça n'a pas fonctionné, mais elle a appris plein de choses, mais voilà. Elle a fait ça 1 an, et puis on a continué à rester en contact, parce qu'elle avait ses enfants qui venaient au jardin dans un groupe, là on a un groupe tous les mercredis matins. Et puis de fil en aiguille, on a repris ce projet-là, et à la fin... on a décidé de s'associer, de faire ça ensemble. Donc aujourd'hui, elle est plus maraîchère que transformatrice, parce que vous allez voir qu'au final, on fait 30 jours de transfo par an, ce qui n'est pas énorme. Mais elle est arrivée pour porter ce projet-là, et ça, c'était magique aussi en termes d'intégration dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a porté son projet, on a créé une marque qui s'appelle Les Tambouilles, et on a fait tout ce processus. Elle a créé son environnement, quoi. L'objectif à la base, c'était de faire plutôt 2 jours de transfo par semaine. Aujourd'hui, c'est à peine 1 jour de transfo par semaine. Mais ça s'intègre quand même relativement bien dans les activités de maraîchage. Donc en fait, il y avait une travée de bâtiment qu'on loue à mes parents qui ont des bâtiments à côté, qu'on a transformé en labo de transfo, et on a fait quand même gros de l'installation du labo. Et je pense qu'on peut démarrer par ce truc-là. C'est-à-dire... c'est-à-dire que le labo fait 80 mètres carrés, ce qui est vraiment grand par rapport à l'usage qu'on en a, mais potentiellement on était en mode, si jamais un jour on va un autoclave, on a la place, on a les branchements, enfin voilà. On a fait faire le gros de la maçonnerie et de l'électricité, grosso modo, et du carrelage. Mais on a posé tous les pains de sandwich, on a été acheter le matos, enfin tout le reste on l'a fait nous-mêmes. Ça représente du coup, à l'époque ça représentait 40 000 € d'investissement. Le prix du métal était déjà haut, quoi. Il avait augmenté déjà en 2021. Donc les panneaux sandwich, c'était pas mal de déclassés, c'était quand même
C'était quand même relativement cher déjà à l'époque. Et on n'a pas été déposer des dossiers qu'aurait fait qu'elle se serait installée 2 ans plus tard, quoi, en gros, parce que les dossiers à la région, c'est quand même une grosse inertie, c'est compliqué. Moi, j'y avais déjà été, j'en avais ras la casquette. Et donc, on a été chercher les petites subventions que sont l'aide du département. Nous, en région Normandie, c'est quand même relativement léger. Et puis, des aides sur des outils spécifiques qu'on a réussi à justifier en termes d'amélioration de l'ergonomie. Donc auprès de la MSA. Et donc ça, c'est des dossiers qui sont assez faciles. Ça représente combien tes dossiers de sub C'est 10 000. Tu vois, c'est 40 000 en tout, dont 10 000 de subventions, sans aller chercher les gros dossiers méchants, quoi. Qui aurait été atteignable, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Mais bon, le truc, c'est toujours plus facile quand tu le déposes avec le CER. Le CER, il te prend 3 000 balles. Enfin, moi, j'en ai... Et alors qu'en vrai, on a les compétences pour le faire, mais dès que tu n'as pas le tampon en haut de la feuille, enfin, tu vois, tu es obligé de... Puis tu n'es pas là pour défendre ton dossier. Puis bon. C'est assez compliqué. Nous, on avait plutôt envie de taper un peu dedans et de donner un peu de notre énergie plutôt que de se gangréner le cerveau avec de l'administratif, quoi. Bon. Tu veux peut-être intervenir, Bernard, tu disais? Oui, enfin, sur la complexité des dossiers. Après, quand c'est gros, c'est long. Oui, voilà. C'est long, en fait. C'est surtout ça. C'est pas forcément très complexe. Donc, c'est les dossiers FEDER. On peut atteindre 40%. Quand on est en bio, on a 40% de subvention. Après, c'est juste le timing, en fait, qui est bloquant. Donc, si tu veux être super dans les clous, faut 2 ans. Tu vois, 2 ans de prévision, parce que toi, tu vas déposer ton dossier, surtout que la nouvelle forme de déposition de dossier, c'est numérique. Donc, le projet 2024-2027, ils reçoivent une centaine de dossiers par mois. Il y a 1 an de retard. Moi, j'ai déposé un dossier en juillet 2023. Il a été traité en juillet 2024. Voilà. Donc, faut juste le savoir. Tu as commencé ton activité pour laquelle tu voulais être subventionné ou tu attendais sur cette subvention-là pour commencer ton activité? Alors là, faut parler en off. Là. Il n'a pas le droit de répondre. Non, mais chacun se débrouille comme il peut, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un sujet, quoi. C'est un sujet. Non, mais il y a des histoires de signature, de machin. Bon, c'est très administratif, tout ça, quoi. Mais... Voilà, nous, on a fait le choix de non, en se disant, on fait un truc à notre échelle, un peu surdimensionné, mais avec la capacité d'évoluer si besoin. Bon... Aujourd'hui, ça reste que c'est un labo qui est fonctionnel, qui est équipé, je pense, intelligemment quand même, c'est-à-dire à pas cher. Nous, notre projet, c'était de le faire le plus écologiquement possible, donc aussi le maximum d'occasions. On a quand même acheté du matos neuf, si on veut faire le point là-dessus. Du coup, il y a eu au final 2 marmites d'acheter en occasion, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Donc en gros, 2 fois 1 000 € et on n'en utilise qu'une de 1 000. Au final, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, on fait la cuisson dans cette marmite de 80 litres et on fait la pasteurisation dans cette marmite de 80 litres. C'est pas trop bloquant. Là, on commence à augmenter un peu les volumes. Cette année, nous, on a eu la chance d'avoir énormément de tomates, donc on a fait des grosses séries, mais on s'en sort. Ça se passe. C'est tout à fait acceptable. Parce que quand on fait la transfo, il y a l'enjeu de faire un maximum dans une journée pour limiter le lavage, quoi. Donc forcément, ça fait des grosses journées, mais ça arrive à rentrer. Voilà, des fois, Marie, elle finit à 21h, mais voilà. Après la raffineuse, du coup, c'est un tamis, là, c'est la même chose que ce qu'a écrit le tamis à côté, qui permet notamment sur les compotes ou les confitures de ne pas faire de l'épluche, des pépins, des machins. On coupe, on enlève s'il y a un cloporte dedans. C'est une épineuse aussi, quoi. Ça enlève les pépins également, mais ça s'appelle une raffineuse, quoi. C'est ça. Ouais. C'est des tamis, c'est circulaire. Ouais. On fait pas la sauce tomate avec ça parce que nous on considère que c'est ok d'avoir des graines dans les tomates, mais voilà. Mais du coup c'est principalement principalement pour gérer la tomate en vrai. Hein. La pomme, pardon. Ouais, parce qu'on produit aussi pas mal de fruits quand même. Donc raffineuse, RoboCoupe, c'est juste un espèce de coupe légumes pro quoi, qui dépote. Ça pour le coup c'est indispensable, je dirais, pour beaucoup de choses. Enfin voilà, notamment pour la choucroute. Enfin, à un moment donné, il faut pouvoir envoyer et que ça fasse une coupe qui est nette et qui dépote quoi. On a fait le choix qui est assez rare à l'échelle fermière d'acheter une imprimante et du coup d'être autonome là-dessus, et aussi d'acheter une étuve et d'être autonome sur les tests de vieillissement pour pouvoir, comme fait Delphine, développer des recettes de manière un peu plus libre que si tu dois tout envoyer au labo à chaque fois, où ça coûte quand même gros dessous. Enfin voilà. Marie, elle avait aussi les connaissances de ce côté ingénieur agro, quoi, et donc du coup,
Elle a pu le faire dans ce sens-là. C'est pas si compliqué. Je pense que c'est ok de se faire accompagner pour être capable de faire ça. Et bah, au final, l'imprimante, c'est aussi la capacité à pouvoir faire évoluer nos étiquettes. Au final, on les a relativement rapidement fait évoluer parce qu'on a voilà, des histoires de couleurs, de design, voilà, pour que ce soit sexy et que ça ressorte aussi sur les étals. Et puis, bah, on a vite élargi la gamme aussi pour trouver des solutions pour valoriser des légumes en surplus. Au début, il y avait un projet quand même, bon, alors, au final, on le fait un petit peu quand même, mais de produire pour la transfo un peu. Maintenant, c'est quand même vraiment beaucoup plus. Bon, on a des surplus, on va transformer, quoi. Mais on a des surplus tout le temps, donc on transforme tout le temps. Une question, parce que là, du coup, c'est deux entités différentes. Non, pas du tout. Non, c'est la même entité. Ouais, on a deux marques en fait, et c'est ce que j'aurais bien aimé vous présenter de manière propre hier, mais que j'ai pas pu. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est le GAEC des voyages, et il y a deux marques commerciales pour vendre nos produits, qui sont le Jardin de Demain, c'est les légumes, et les Tambouilles, c'est les produits transformés, qui sont en bocaux consignés, et qui ont une gamme que je peux vous présenter maintenant, qui nécessite pas d'autoclave, parce qu'on a fait le choix de ne pas investir dans ces dizaines de milliers d'euros, qui nous paraissait pas cohérent parce qu'on n'allait pas le faire tourner beaucoup. Après, nous, on développe cet argumentaire de, bah, du coup, tu montes moins en température, donc potentiellement, tu abîmes moins le produit et nutritionnellement, il est peut-être un peu plus intéressant. En vrai, c'est rare qu'on fasse de l'argumentaire plus que de raison, mais je veux dire, dans notre cœur, ça nous va aussi. On utilise moins d'électricité aussi. Enfin, quelque part, énergétiquement, faut le compter là-dedans, quoi. Et puis, on n'a pas Delphine à côté de chez nous, quoi. Pas si près de chez nous. Parce que pour le coup, quand tu as une structure comme ça à côté de chez toi, faut pas se faire chier, quoi. Enfin, c'est clair, eux, ils font trop bien pour que toi, tu t'investisses là-dedans, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi relatif à la forme de société. Parce que si tu es agriculteur, entreprise individuelle ou GAEC, tu es vraiment que producteur, tu n'es pas commerçant. Et donc, un produit transformé, tu peux pas faire de la vente de cela. Si tu es en société civile, c'est différent. Tu as plus de marge, en fait. Je crois que ça doit jouer aussi. C'est sur les produits accessoires, tu veux parler? Ouais. On n'est pas expert sur la question, mais effectivement, il y a des limites, quoi. Il y a une histoire de kilométrage, il y a une... Et après, bah, il y a aussi une histoire d'étiquetage, quoi. Là, pour le coup, c'est vachement normé. Et donc, l'étiquetage, c'est un sujet, quoi. C'est peut-être par rapport à l'étiquetage, justement, que si tu ne respectes pas certaines réglementations, notamment les valeurs nutritionnelles, etc., tu ne peux pas vendre en boy-cup, par contre, tu peux vendre chez toi. Donc ça, par contre, c'est les valeurs nutritionnelles, ça, j'en suis sûre. Mais ouais, donc c'est possible que ce soit en lien avec ton étiquetage et la façon dont tu respectes ça. Mais pour moi, quand même, il y a cette notion de si la règle existe quand même pour le botulisme, elle doit s'appliquer à tout le monde parce que s'il y a des risques sanitaires par rapport aux produits, que ce soit à 80 km ou chez toi, c'est la même chose. Voilà, donc ça pour le coup, je pense que... Voilà. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense c'est probable que ce soit en lien avec l'étiquetage, effectivement. Du coup, où est-ce que je reprends? Donc, on fait des bocaux consignés. On avait un lave-vaisselle pro. Maintenant, on a un lave-batterie parce qu'on a deux labos en commun. Enfin, bon, bref. Il y a une affaire là. Mais du coup, c'est de plus en plus performant les machines qu'on utilise pour nettoyer. Ça se passe bien. Nous, les bocaux sont consignés 50 centimes. Ça revient, c'est pareil, on ne sait pas compter. On a un peu de tourisme où les pots ne reviennent pas forcément. On ne le monitore pas, mais ça revient fort, quoi. Après, tous les ans, on produit plus de bocaux, donc clairement, on utilise quand même des neufs. Mais, Là, tu dis que tu as deux labos, c'est parce que tu parles du labo laitier? Ouais. Mais on fait un lavage commun. Ok, d'accord. Enfin, tout est lavé. En fait, nous, on est un peu intense. C'est-à-dire que sur l'étiquette, on explique aux gens qu'ils achètent, ils vont manger, ils vont aussi enlever l'étiquette, ils vont aussi laver le bocal et nous le ramener propre. Et ils auront 50 centimes, tu vois. Après, c'est pas du 100%. C'est-à-dire qu'on récupère aussi des bocaux avec des étiquettes et on va pas envoyer les gens chier en mode non, on vous file pas les 50 centimes, il y a l'étiquette dessus, tu vois. Donc on en gratte aussi un peu. Et sur la première version de notre étiquette, à l'époque, le fournisseur, il n'avait pas de colle hydrosoluble. Maintenant, ça a vachement évolué. Et donc maintenant on a l'étiquette qui s'en va bien à l'eau et on a toujours des reliquats là qu'il faut qu'on finisse de gratter, des vieilles étiquettes qui collent en veux-tu en voilà, quoi. Et on a quand même fait évoluer un petit tricks comme ça là. C'était une problématique sur
Le réemploi. Réemploi, j'étais là. C'était moi qui étais là, il y avait un monsieur aussi qui était à côté, et il y avait un fournisseur d'étiquettes qui était là, qui avait son stand, et qui disait qu'en gros, l'impulsion n'était pas venue du tout, du changement de leur colle n'était pas venu du tout du grand public, mais c'était sous la pression des gens qui réutilisaient leurs bocaux. Bien sûr. Ils avaient dû inventer des colles et des process pour que ça soit facilement décollable dans la soupe. Ouais, là, c'est l'eau maintenant, c'est hydrosoluble maintenant. Ouais. Parce que donc en Normandie, on a une coopérative, je sais pas trop, là, suivez la consigne, qui a quand même bien pénétré le marché, et donc il y a beaucoup de producteurs. Et nous, dans notre magasin, on est 0 déchet et 100% consigné, sinon les gens n'ont pas le droit de mettre des produits là, parce qu'on a une épicerie associative avec le tiers-lieu qui est sur la ferme. Et donc, au final, à force de pousser, maintenant quasiment tout le monde est passé, quoi. Le kombucha, le producteur de cidre, le miel, il est en train. Et donc, du coup, à un moment donné, ils sont obligés de trouver des solutions. Et là, ça y est, quoi. Mais donc, ça a pris voilà, 2021, 3 ans, quoi. Ça pousse, quoi. Qu'on avait vu à ce salon-là, il y avait le gars qui faisait les étiquettes, c'était le métier, était presque à dire j'ai cédé sous la pression. Ouais. Mais donc, Suive, là, en Normandie, il aide quand même pas mal. Enfin, donc, ils font du lavage. C'est pas encore parfait, là. Ils envoient des bouteilles à Rennes. Enfin, bon, bref, c'est... Après, ce monsieur-là, du coup, moi, j'ai pas mal échangé avec lui. On a acheté une imprimante chez eux. Le problème, c'est que les imprimantes ne sont pas encore adaptées à la consigne. Donc, en fait, les étiquettes que je vous ai fait voir, là, on les imprime, du coup, dans l'imprimante, mais les rouleaux d'étiquettes ne sont pas encore bien enlevables. Donc, moi, ça fait partie des freins que j'ai de me dire, est-ce que ça va bien marcher? Mais encore une fois, sur ce stand-là, il y avait Idéver qui était présent, qui lave les bocaux. Et donc, Idéver, ils ont mis en place une machine qui gratte, et c'est ce qu'ils expliquaient à ce forum-là, ils grattent carrément avec une machine les étiquettes sans qu'elles soient hydrosolubles. Donc moi, je croise les doigts pour qu'on puisse faire du réemploi de ces bocaux en passant par Idéver pour gratter toutes les étiquettes qu'on a mis de cet imprimeur. Bon, bref. C'est intéressant, ça. Ouais. Super intéressant. Mais voilà, c'est des détails qui font la diff à la fin, quoi, parce que quand tu passes des heures à gratter des étiquettes, c'est pas la même affaire, ouais, carrément. Voilà, et donc du coup, moi j'ai un peu envie de parler peut-être de la gamme, du coup, quand t'as pas d'autoclave, qu'est-ce que tu peux faire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pickles, donc c'est un cornichon, quoi, mais tu peux le faire avec plein de légumes différents. Des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent moins bien. Bah, dans les best-sellers, clairement, c'est les choux-fleurs, quoi. Chou-fleur au curcuma, je crois. Ça, c'est super beau, c'est bon, enfin, ça tient, ça marche bien. Mais c'est un temps à enlever les fleurettes et tout, machin, c'est un peu le sujet, c'est un sujet quand même. Mais donc, des pickles de différentes choses. On fait de la choucroute, donc de la lactofermentation, c'est du cru. On fait ça dans des seaux de 10 litres, je pense, des seaux à bière, avec un joint au-dessus là, qui permet que l'air ne puisse pas rentrer, mais qu'elle sorte. Et puis, il y a un petit robinet qui est quand même assez cool quand tu veux faire des prélèvements de pH. Enfin, tu récupères du jus dans le bas, quoi. Donc ça, on fait ça. Et après, nos seaux de 10 litres, on les réempote. Et donc là, c'est frigo, parce que du coup, il n'y a pas de pasteurisation. Donc une fois que c'est empoté, c'est dans le frigo et ça tient bien. Pour le coup, j'ai pas les DLC, je sais jamais laquelle c'est. Mais bref, j'ai pas les temps, mais c'est genre plusieurs mois, quoi. Donc ça, c'est facile. Ça va bien. On fait de la soupe, mais là, pour le coup, on le fait toutes les 2 semaines. Donc ça fait qu'on a grosso modo tout le temps 2 soupes, mais c'est juste pasteurisé. Donc là, comme c'est pas acide, faut du frigo, quoi. Donc on a une frigo vitrine et c'est que dans notre magasin qu'on vend ça, quoi. On pasteurise les soupes, ouais. Ouais. Donc ça permet quand même pour le coup, Marie serait plus adaptée que moi. Je crois que nous, on met 1 mois, quoi, ce qui nous permet d'avoir les 2 soupes en même temps, que les gens puissent choisir entre 2 soupes. 4 mois, elle a dit, mais... Soupe pasteurisée. Au frais. Au frais. Maxi 700. Ouais. Après, bon, voilà, faut valider des protocoles, des barèmes temps, température, tout ce bazar, quoi. Juste pour info, il reste 1 quart d'heure à peu près. Voilà. Votre perte pour les soupes. Tu veux dire que j'aurais pas vendu? Bon, nous, ça nous coûte pas grand-chose, tu vois, c'est de la flotte et des légumes. On a de la flotte et des légumes. On en mange quand même un peu, quoi. Mais en fait, comme ça se garde vachement bien, bah, on les passe dans les familles sur la ferme, quoi. On n'en perd pas, on n'en jette pas. Oui, mais on en mange nous, quoi. Perte de chiffres. Toi, tu réfléchis en tant que famille. En tant qu'utilisation interne, mais si tu commercialisais que ça,
Je commercialiserai pas que ça parce que c'est vraiment c'est vrai que c'est un produit qui a pas des ventes de malade. Nous, au maximum, on a 100 clients par vente et on fait ça 2 fois la semaine. Mais à la saison, on fait de la soupe, c'est plutôt 70 clients par vente. Quand tu as vendu 15 litres de soupe, tu vois, c'est ça les ordres de grandeur. Donc c'est pas énormissime. Nous, on a fait le choix de la soupe, pas dans les bouteilles, mais dans des bocaux de 1 litre, ce qui fait que c'est plus facile à laver. C'est un peu moins vendeur aussi, donc potentiellement les gens ont l'habitude de voir ça dans une bouteille, quoi. Donc là, clairement, potentiellement, on pénalise un peu notre capacité de vente. Bon, voilà, ça. Mais après, tu sais, je pourrais te dire que j'en perds 50% parce que j'en ai fait 50% de trop. C'est nous qui définissons les volumes, tu vois. Donc du coup, c'est à nous de nous adapter. Donc des fois, on en a un peu trop et on en mange. Des fois, on n'en a pas assez. Mon métier de maraîcher, c'est d'en avoir toujours trop, quoi. Vous, c'est pas la même logique du coup que Florence, où Florence c'est que du surplus, ou sauf quand elle doit faire des mélanges, où du coup il y a des choses qui passent dedans. C'est ça, Florence, hein? Bah, nous, c'est quand même du surplus. Bon, sur Florence. La courge, on en fait un peu au fur et à mesure. Mais... Ouais, mais je t'entends pas bien. Hein. Ah, pardon. Oui, je te disais, toi, en gros, c'était que du surplus, ou alors, sauf pour les mélanges, quand tu fais des recettes où c'est pas forcément que du surplus. Mais toi, en fait, du coup, Guillaume, c'est une autre approche. C'est l'approche... il faut faire de la transpo, quoi. C'est pas que du... Bah, c'est maximiser le chiffre d'affaires qu'on peut produire avec ce labo-là, quoi. Donc, du coup, si la soupe, et puis la satisfaction des gens aussi, quoi. Si la soupe, c'est un outil qui nous permet de, tu vois, de faire 70 € par vente, bah, on le fait mais on fait pas que la soupe, tu vois. Il faut que ça remplisse une journée de transfo, quoi. Donc, on va faire de la choucroute en même temps, on va faire de la compote, là. C'est tout l'hiver, là. On transforme du fruit aussi, quoi. Ouais. Pour moi, les chiffres de production et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est de comparer vos 2 modèles. Alors, je vais finir sur le mien et après, je laisse la parole à Delphine. On fait ça. Sur le mien, en vrai, je suis pas loin du compte. Vous avez les chiffres d'affaires là. L'année dernière, c'était 17 000 €. On voulait faire tourner un peu ce labo-là, donc on est rentré dans les Biocop. On a réussi à rentrer dans les Biocop. Ça prend beaucoup de temps. C'est chiant, c'est compliqué. Mais... ça fait quand même qu'on a poussé un peu les ventes là-dessus. Et puis là, on a changé de magasin à la ferme et les gens ont l'habitude du changement. Donc ça a fait une augmentation de vente significative alors qu'on fait quasiment la même chose. Enfin, maintenant, il y a des produits laitiers aussi. Mais voilà, il y a eu quand même une belle augmentation de vente avec le nouveau magasin. 17 000 € pour 2023 vendus. Et là, 2024, le chiffre, Delphine, le chiffre que m'a donné Marie, c'est 24 000 €. Mais du coup, ça ne va pas être vendu sur 2024 parce que c'est tout le stock qu'on a fait cet été-là. Mais on ne fait pas de stock. Nous, on n'a rien qu'à plus d'1 an de conservation, quoi. Donc, je finis juste sur compote, confiture, soupe. Donc, tu n'as que soupe et choucroute qui sont en frigo. Le reste, ça se conserve avec l'acidité. Pickles et... confiture, j'ai dit, et sauce, donc sauce tomate et dérivés, mais il faut que ce soit acide. Donc moi, je peux pas mettre trop je sais pas, je pourrais pas couper avec de la courgette, par exemple. La ratatouille, sinon, il faut que j'envoie du vinaigre dedans, quoi. On l'a fait dans le passé, mais... Tu fais quand même des plats préparés. Non, on fait pas plus que ça. Nous, c'est assez brut, c'est pas très salé, pas très sucré, tu vois, c'est un truc un peu nature. Vous faites pas de lacto ? Ratatouille, on l'a fait un peu, mais on n'a jamais suffisamment pour l'instant pour faire plus. Il faut acidifier. Lacto, si, lacto, choucroute, c'est une lacto. Oui, mais à part la choucroute, non. On fait chou, il y a eu des essais de topinambour intéressants, que c'est bon, et on fait du poireau, mais ça pue, c'est excellent, mais ça pue, donc les gens, ils ont du mal. Tu vois, quand tu ouvres le bocal, tu as envie de vomir. Delphine, vous en faites, moi, j'aime bien, mais tu vois. À part choucroute. On fait de la choucroute, mais c'est tout. Mais après, tu vois, la betterave, c'est vite poisseux, là, enfin, c'est pas encore rentré dans nos... Ouais, kimchi, ça pourrait. Mais on n'a pas poussé ça encore. Lacto de chou. Ouais, du chou chinois, un truc un peu épicé. C'est sympa. Avec du coup, ça dépend comment c'est. Faut aimer. C'est un complément alimentaire, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire un plat de kimchi dans ton assiette. Mais c'est bon, hein, moi j'aime bien ça. Tu t'en mets sur le bord de l'assiette, en fait. Un peu comme la butter. C'est le principe même des lactofermentations. Le problème de la lactose, c'est que c'est un procédé vieux comme le monde qu'on a perdu parce que le frigo est arrivé et donc on a oublié ça. Mais sauf qu'à l'époque, ça faisait que le palais était plus salé. Aujourd'hui, les palais sont sucrés, ce qui fait que les gens ont beaucoup de peine à aller à la lactofermentation. Donc nous, on en propose, mais on ne fait pas des ventes de fou non plus, ce qui fait qu'on ne se focalise pas là-dessus forcément. Il y en a un petit peu dans le magasin.
parce qu'il y a toute une éducation du palais à faire, quoi. C'est pas trop salé, enfin ça va. Il y a des gens qui le rincent, mais on met au minimum de sel et ça va bien. Mais ouais. Mais oui, c'est pas des ventes de malades. Alors que je connais des collègues dans la Manche, ils ont le pot genre de 10 kilos sur le marché, ils le vident, ils servent comme ça, et en fait il y a un truc aussi, je pense, de chaud, tu vois, et ils vendent des quantités de choucroute énormes, et nous, non. Mais on serait pas capable en termes de main d'œuvre d'avoir quelqu'un à servir de la choucroute, tu vois. On peut pas. Est-ce qu'il y avait il y avait de la demande pour les chiffres? Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Parce que vu qu'il nous reste 10 minutes, voilà, est-ce qu'il y a d'autres demandes de questions Une petite précision, si je veux me former, je fais comment? Ok. Il y avait la formation et les chiffres, du coup, mais du coup, je sais pas trop comment. Moi, je peux te dire les chiffres qu'il y a écrits là, mais est-ce que c'est utile ou pas, quoi? C'est la question. En fait, moi, j'avais regardé pour monter une conserverie. Et je m'étais dit qu'en termes de business plan, ça marche pas si on ne fait pas du gros volume. Alors toi, tu es subventionné, puisqu'il y a de la réinsertion. Ouais. Et Guillaume, je ne sais pas quel était l'objectif. Est-ce que du coup, l'idée, c'est de permettre d'avoir une plus grande gamme et est-ce que vraiment c'est rentable? En vrai, au temps passé, oui. Mais c'est frustrant d'avoir un labo comme ça qui fonctionne qu'une fois par semaine, tu vois, c'est faible. Ouais, mais en fait là les chiffres ils tiennent pas trop, enfin ça vaut pas le coup quand c'est ton matos, ça va, mais dès que tu commences à faire payer, et en plus les maraîchers ils ont pas le temps en saison, faut qu'ils viennent, et on n'a jamais réussi à faire ça. Ce que tu fais, je pense, l'entre-deux, c'est ce que fait Delphine, c'est très bien, quoi. Mais ta collègue Marie, ouais. Elle est que là-dessus? Non, le reste, elle fait du maraîchage toute la semaine. Ah, oui. Et maintenant, elle adore ça, c'est ok, quoi. Mais ça fait... Non. Ça fait que nous, nos prix de vente, ils valorisent le légume comme si on le vendait sur l'étal. Donc, comme Florence, on a la même démarche. Ils valorisent le temps de travail. Et après, grosso modo, on fait comme elle, on arrondit au-dessus, quoi. Donc, au final, si tu comptes tout ça, on gagne quand même plus de 50% du chiffre d'affaires que tu as là. Ça paye les légumes, le temps de travail. Enfin, c'est de la marge, en gros, tu vois. C'est de la marge et c'est du légume pas perdu. Ouais, donc tu vois, on parle d'un 10 000 € par an, alors qu'on passe 30 jours par an. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça paye sa place. Maintenant, nous, on a l'habitude d'avoir des retours sur investissement de 2 ans, tu sais, au maraîchage, ou 1 an, parce que, bon, bah là, clairement, c'est un truc qui est un peu plus long, et c'est pas c'est pas ma culture, tu vois. Mais il va falloir que j'apprenne, parce que je vais reprendre une ferme laitière, donc ça va prendre plus que 2 ans. Là, clairement, nous, on est sur un autre modèle, et c'est vrai que moi, quand j'ai étudié le projet de la conserverie, souvent, je voyais le palier des 100 000 bocaux. Donc là, on est à 90 000. 4 500. Ouais, 4 500. C'est ça qu'on avait à peu près calculé avec des films. Mais nous, les 100 000 bocaux, c'était vraiment le seuil que j'ai vu dans différentes conserveries qui fonctionnaient, de se dire, bon, bah, il faudrait viser ça, quoi. On est à 90 000 cette année, donc là, c'est on entame notre 3e année. On est bien à 90 000. Si on fait la même chose l'année prochaine, on sera content. Si on augmente encore un peu, c'est bien, mais enfin, c'est pas l'objectif premier. On est bien comme ça. Ouais, on a du monde, en fait. On a du monde, mais il faut aussi se rendre compte que dans les 20 ETP, donc ça fait 27 personnes, on recrute sur la motivation, pas du tout sur les compétences et pas du tout sur la rapidité. Donc, bon, il faut quand même prendre ça en compte. C'est qu'on a des gens qui sont très rapides et très compétents. Très compétents, je n'irai pas jusque-là. Enfin, voilà, dans les gens qu'on a, globalement, ils font le taf, mais c'est pas... voilà, je sais que dans des conserveries qui embauchent vraiment les personnes par leurs compétences, clairement, ils sont beaucoup plus rapides et ils vont faire beaucoup plus de choses. Voilà, c'est pas notre objectif. Voilà. Tu payes, ta structure paye combien de salaires? Elle paye 6 salaires, la structure. Sachant qu'on a une plateforme de logistique de produits locaux et qu'on a l'atelier chantier d'insertion qui embauche une personne pour l'accompagnement. Donc concrètement, on a 2 encadrants techniques et mon poste qui sont financés par la conserverie. Alors, on a 3 postes financés par l'activité. Alors, 3,5 peut-être, mais voilà, c'est... C'est très intelligemment monté, parce qu'effectivement, d'un point de vue, juste si tu fais une entreprise avec que ça, c'est super compliqué. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, on aurait du mal à faire tourner la conserverie à 3,5 avec le volume qu'on fait. Après, ça nous permet aussi de valoriser tout type de légumes. On nous a demandé, Florence nous a demandé de faire des haricots verts. Une entreprise classique qui se développerait là-dessus pourrait jamais faire des haricots verts, ça serait pas rentable parce que le temps à équeuter les haricots et les mettre dans les bocaux, c'est super chiant. Mais là, nos salariés, ils le font. Gratter les bocaux et les étiquettes, on peut le faire parce qu'on a du personne en insertion. Voilà, donc c'est un modèle. Mais
faut pas faire le modèle d'atelier chantier d'insertion si c'est pas une valeur profonde aussi de vouloir faire de l'insertion. Parce que c'est un vrai travail, c'est un vrai sujet d'accompagner nos salariés à monter en compétences, de faire du lien avec les entreprises locales. Enfin, moi, j'adore ça, mais il faut aimer ça. Enfin, voilà. Voilà. Nous, pour le coup, l'atelier tourne tout le temps, enfin pas le week-end, pas la nuit, pas les vacances de Noël, entre Noël et jour de l'an on ferme une semaine, mais sinon ça tourne tout le temps puisque vu qu'on est 3 à pouvoir assurer l'atelier, donc 2 encadrants techniques et moi, clairement à nous 3 on arrive largement à faire tourner tout le temps l'atelier. Il y a même des fois en haute période de production, les fois où Florence nous dit j'ai trop de surplus, c'est souvent le moment où tous les producteurs ont trop de surplus, donc là on essaie d'allonger un petit peu les journées de transfo pour faire plus. Et on peut monter jusqu'à 6-7 tournées par jour d'autoclave. Donc voilà, puisqu'on a 2 autoclaves, donc on va jusqu'à 3-4 autoclaves par jour. Ça, c'est les jours où on charbonne. Hein. Ça ne voit pas tous les jours comme ça. Ouais, et puis c'est surtout que là, on allonge les durées de journée, et puis un encadrant vient plus tôt le matin et l'autre plus tard le soir. Ouais. Et sur la formation, du coup, vu que c'était une de tes questions, moi je conseille vraiment de faire la formation du CTCPA. En fait, c'est des fonds qui peuvent être financés. Il y a la Chambre d'agriculture qui propose avec les fonds Vivea. Je sais que pour les agriculteurs c'est intéressant, mais les fonds Vivea, Chambre d'agriculture, franchement, ils font des formations qui peuvent être pas mal. Mais quand même, le CTCPA, c'est souvent... ou le centre de Florac aussi, s'il y en a qui sont plus dans le sud. Moi, j'avais été à Nantes pour faire ma formation, mais... le CTCPA. Voilà. Centre technique de conservation des produits agricoles. Et donc, ils font plein de formations. C'est partout en France, mais il y a un centre à Nantes où j'avais été là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un hall technologique, donc on peut clairement faire une tournée de transformation. Après, la Chambre d'agriculture fait des formations aussi. C'est déjà un bon niveau d'information. Je pense que le CTCPA va un petit peu plus loin. C'est une formation sur 5 jours avec habilitation à la conduite d'autoclave à la fin. Et l'habilitation à la conduite d'autoclave, c'est quand même pas mal de l'avoir si tu veux vraiment te lancer dans une conserverie. J'ai vu le fournisseur de l'autoclave, parce qu'on avait vraiment cherché ouais. à développer ça, parce qu'on n'avait pas encore la chance d'avoir l'équipe. Rien que la formation, c'était 2500 €. Ah oui, c'est cher. Ouais. Après, tu peux venir faire une journée chez nous en transfo, t'inquiète quoi. Ouais. Non mais voilà. Avec plaisir, tu vois, on est là nous. Avec joie, avec joie. Ouais. Nous c'est ce qu'on fait aussi. Hein. On accueille facilement en stage aussi. Nous sur une semaine on le fait facilement. Là il y avait Syrah qui était venue elle pouvait venir la journée, elle était venue une demi-journée, mais du coup on est assez ouvert aussi à transmettre un peu ce qu'on sait. Mais ça vaut pas la qualité d'une formation. On va aller beaucoup plus loin dans le transfert d'infos. Je pense que vraiment pour se lancer dans une activité commerciale, développée. C'est bien d'aller faire une formation. C'est bien d'aller en stage aussi pour voir autre chose, parce que ça permet d'aller plus loin et de mettre en application ce qu'on a vu en formation, mais je pense que ça reste quand même une clé. Mais Chambre d'agriculture, Fonds Vivea, ils financent et c'est pas aussi cher. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, est-ce qu'il est l'heure, mais oui. Pardon. Tu as dit 80 producteurs qui viennent faire la prestation chez vous. Ils sont tous autour de Bernay. Enfin, c'est quoi la distance? Parce qu'après, il faut amener aussi les légumes. Donc, j'ai oublié le prénom de... Florence. Elle est livrée exprès. Enfin, ouais. Florence, elle livre à la Biocoop de Bernay. Donc, ça va en termes de logistique. Si c'est quelqu'un qui est, je pense... Évreux, c'est quand même quasiment 45 minutes. Ça dépend des volumes. Oui, c'est vrai, ça dépend des volumes, mais tes producteurs, ils viennent... c'est quoi la distance? Nous, ils font jusqu'à 2 heures de route pour venir. Mais on a 1h30, c'est plutôt 1h30 grand max. Évreux, clairement, les producteurs le font. Il y en a qui viennent de Vernon, les Andelys, aux Petites Louches, en fait. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, outils de transfo qui font ça vraiment, qui s'adaptent en tout cas à tout type de légumes, tout type de transfo. Tout type de demande de recettes. Enfin voilà, on va faire du champignon, j'ai pas dit, mais du champignon, de l'asperge, de la rhubarbe. J'essaie de trouver les trucs un peu plus originaux, mais on essaie vraiment de s'adapter à tout ce qu'il peut y avoir.
donc du coup, oui, par contre, les producteurs qui viennent plus loin, soit ils envoient des livraisons, enfin des camions qui viennent nous livrer en palette directement. Donc on peut prendre des palox, carrément, on vide le palox chez nous. Donc c'est vrai que là, il y a le modèle petit avec Florence qui est une des... Enfin, ça reste une petite exploitation par rapport à certaines avec qui on peut travailler, quoi. Voilà. Juste, moi, je voulais savoir... par exemple, des particuliers qui auraient des grosses quantités de pommes ou de choses comme ça, ils vous amènent aussi carrément. Alors ça fait partie des axes qu'on aimerait pouvoir développer et que je me suis mis un peu priorité plus ou moins, mais en objectif, c'est de pouvoir développer la communication aux particuliers qui voudraient faire leur propre conserve avec dispatch dans leur famille pour avoir une tournée de compote de pommes et tout. Ce sera pas un énorme... Dans les jardins, ouais, c'est ça. Les gens, ils ont même ça à la déchetterie, tu vois. Oui, ce ne sera pas un énorme chiffre d'affaires pour nous, mais ça peut être vraiment un axe de développement intéressant et puis juste un axe territorial que je trouve super intéressant à développer. Et on pourrait même faire pour 15 €, les gens ils se disent c'est trop cool, on a notre étiquette qui est super. Enfin voilà, donc on pourrait faire ça aussi, quoi. Et pour les parts, ce serait envisageable, par exemple, s'ils veulent récupérer une partie de la production, mais vous laissez l'autre partie de la production ou... Vous n'avez pas le circuit de vente derrière? Non, on ne ferait pas ça parce que notre gamme, elle est bio. Donc, il faut qu'on ait des produits bio dans notre gamme pour pouvoir les vendre. Et donc, on n'irait pas vendre la prod d'habitants du territoire. Par contre, pour les mairies, ça peut être intéressant de dire, on récupère une partie, on les remet dans les paniers de Noël. Enfin, des fois, il peut y avoir des trucs avec les mairies aussi à jouer parce il y a beaucoup de mairies qui plantent des arbres fruitiers et c'est trop bien. Mais du coup, il faut aussi faire quelque chose des fruits ensuite, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cet atelier.